bienvenue à Justice et Promotion, votre émission des matières des droits. Dans ces magazines, on analyse beaucoup de sujets qui ont trait à la loi en général, à la Constitution et aux droits dans beaucoup de domaines. Et par les truchements des maîtres José Yomboti Pangila, de l'Asbel et Salomon Justice et Promotion, nous avons ces bénéfices de vous enseigner avec des termes les plus simples possibles les domaines des droits. Maître José Yomboti Pangila, soyez les bienvenus à cette grande émission Justice et Promotion. Merci, M. Clément. C'est une façon de vous saluer, de toutes les façons. Réciproquement, oui, merci. L'Asbel s'est porté bien. L'Asbel se porte très bien. Nous continuons le grand travail de vulgarisation des droits. Et vulgarisation de droits, non seulement droits en tant que prérogative reconnue aux individus, mais droits en tant que science aussi. Très bien. Nos concitoyens doivent savoir qu'est-ce qu'il est reconnu comme pouvoir, qu'est-ce qu'il est reconnu comme limite à ce pouvoir. Et ils doivent aussi savoir le pouvoir public est organisé comment dans notre pays pour en fait juguler n'importe quel phénomène qui peut le déranger. En tout cas, c'est bien dit. Moi-même, quand je suis des rediffusions de plusieurs numéros de cette émission, en tout cas, je découvre des nouveautés. Je me dis, ah bon, on a traité telle matière et ça m'aide. Et en cela, on peut dire aujourd'hui que nous qui n'avons pas fait les domaines des droits, nous avons un grand bénéfice. Merci beaucoup, Maître José. Je vous en prie, Monsieur Clément. Comme on l'a dit, nous qui sommes sincères, on jette des fleurs aux gens pendant qu'ils sont encore vivants. On n'attend pas qu'ils soient morts pour leur jeter des fleurs. Ça serait hypocrite si on n'a pas fait ça pendant qu'ils étaient vivants. Alors, Maître José, nous traitons un domaine très sensible aujourd'hui, la problématique de la corruption en République démocratique du Congo. Une fois déjà dans une des émissions de la télévision APSI, on avait parlé de la corruption. C'était aussi profond, mais là, c'est comme si on entre un peu dans une autre profondeur, puisqu'on parle aussi de la lutte, et on va découvrir avec Maître José cette grande matière de la problématique de la lutte contre la corruption. Tout d'abord, le 11 juillet de chaque année, on célèbre en Afrique la lutte contre la corruption. Maître José, de quoi s'agit-il? Bon, mais le 11 juillet, c'est une journée africaine de lutte contre la corruption. C'est vous dire que le phénomène a pris de l'ampleur non seulement au Congo, mais dans notre continent, voire même dans le monde entier. Donc, il est une sérieuse préoccupation que les dirigeants puissent combattre ce fléau. Et à notre niveau, au niveau de notre pays, on a vu les efforts qu'on a menés. On a vu des nouvelles institutions qui ont été créées. Eh ben, le tout, c'est dans le souci de se combattre ce fléau. Donc, au niveau international, c'est le 9 décembre de chaque année qu'on célèbre, on peut dire, la journée internationale de la lutte contre la corruption. Alors, le 11 juillet, comme le disait Maître José Yomboti Pangila, les Africains s'arrêtent pour réfléchir. Et aujourd'hui, nous aussi, nous réfléchissons de façon à accompagner cette grande lutte contre la corruption. Alors, de prime abord, qu'est-ce qu'est la corruption? Bon, mais c'est comme nous l'avions dit la fois passée, nous allons donner une définition qui puisse être à la hauteur du commun des Congolais. Je m'excuse. La corruption, c'est le fait de solliciter, de donner, de recevoir, d'accepter des avantages indus en échange d'une prestation quelconque d'un agent des services publics. Donc, si vous sollicitez, si vous demandez, si vous acceptez directement ou indirectement un quelconque avantage indu en échange d'une prestation, en échange d'un accomplissement, d'un acte qui relève de votre fonction, vous êtes corrompu. Celui qui agit, il est actif parce qu'il existe la corruption active, il existe la corruption passive. Celui qui reçoit la corruption, il est passif.
Celui qui propose et qui donne, il est actif. Voilà, en quelques mots, ce que c'est que la corruption. C'est vraiment clair, c'est profond d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qui favorise cette anti-valeur qui gangrène notre société? Ce qui favorise cette anti-valeur. Oui. Mais les antivaleurs n'existent pas par eux-mêmes. C'est l'homme qui est à la base des antivaleurs. Maintenant, qu'est-ce qui favorise? À mon avis, c'est l'impunité. 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 Évidemment, on vous parlera de salaire décent, on vous parlera de la modicité des revenus. Des salaires indécents, vous voulez dire? Oui, mais on met sur la table les arguments de la décence dans le traitement salarial. Tant que ce n'est pas décent, les gens peuvent se permettre de recevoir la corruption. Lorsque les gens ne sont pas bien payés, ils peuvent se faire corrompre. C'est vrai en partie, mais ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que sinon on ne trouverait pas de vertueux parmi les pauvres. N'est-ce pas? Yeah. On ne trouverait pas de vertueux parmi les pauvres. Et aussi, les riches auraient cessé de continuer à se faire corrompre. Donc vous comprendrez que le nœud du problème, ou l'essence même de la notion de corruption, ce n'est pas les avoirs. C'est d'abord le moi intérieur. Sinon, celui qui a beaucoup d'argent aurait cessé de se faire corrompre. Vous voulez dire que c'est aussi question de mentalité, hein? Oui, c'est la mentalité, c'est l'éducation, c'est la morale qui est à la base de ce fléau. Ce n'est pas tellement le matériel, ce n'est pas tellement l'argent, ce n'est pas tellement le salaire. Parce que vous trouverez des fonctionnaires qui, jusqu'à preuve de contraire, malgré la modicité de ceux qui reçoivent, ils sont vertueux. Maître José, il y a aussi des habitudes. Est-ce que cette situation de corruptibilité ou corruption serait généralisée en République démocratique du Congo? Quand vous parlez de la corruptibilité, j'ose comprendre que c'est l'état de celui qui est corruptible. Voilà. N'est-ce pas? Quand vous parlez de la corruption, c'est les actes posés. Je pense que les deux existent. Yeah. De manière généralisée. Généralisée. De manière Donc, généralisée. c'est un système. Vous savez quand dans une société, il n'y a pas de sanctions, les choses peuvent prendre toutes les directions. Toutes les directions. Et il faut savoir... Donc, il n'y aurait pas de frein à ce moment-là. Il n'y a pas de frein et il faut savoir que les mauvaises habitudes sont les plus faciles à contracter et plus difficiles à s'en extirper. Donc, c'est plus facile de contacter une mauvaise habitude, mais ce n'est pas facile de s'en départir. Mais les bonnes manières, les bonnes habitudes sont parfois difficiles à acquérir, hein, parce que tout est fonction du background de quelqu'un, de son éducation qu'il a reçue en famille, avant d'aller en société. Écoutez, c'était le 11 juillet, le 10 juillet à ma connaissance, la radio Okapi a réuni dans sa livraison à travers l'émission Parlons aux auditeurs un délégué de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC, la société civile couvrant dans ces secteurs et des parlementaires, afin de faire l'état des lieux de cette lutte dans notre pays. Sauf que tous étaient unanimes, c'est ce qui est crié, donc qu'il faudrait des nouvelles lois, des normes efficaces pour réglementer ces secteurs de la lutte contre la corruption. Alors, il y a même une loi qui a été proposée par les défunts Lokunjo, ainsi que celle des droits généralisés à l'information. Êtes-vous d'accord avec ces co-débatteurs
du 10 juillet 2023 sur la radio Okapi, des personnalités d'ailleurs considérables qui trouveraient la solution dans la légifération nouvelle des lois contre la corruption. J'ai suivi aussi cette émission. J'étais marqué par le fait que dans ce pays, on continue à penser que c'est la loi qui fait défaut. Nous avons une multitude de lois qui demeurent inappliquées. J'étais curieux d'entendre que pour améliorer la lutte contre la corruption, il faut que le législateur puisse revoir la loi du défunt. Sans vous interrompre, oui. Dans l'entretemps, il y avait des parlementaires qui étaient là. Bien sûr. Des législateurs. Hein. Bien sûr. Il y a une loi, une proposition de loi sur l'information. Mais je m'inscris en faux contre cette démarche. Pourquoi? Les lois nouvelles viennent améliorer les anciennes lois, c'est vrai. Mais il faut d'abord appliquer les anciennes lois. Il faut d'abord appliquer les anciennes lois. Donc il y a les anciennes lois efficaces en la matière. Mais bien sûr, dans le domaine de la lutte contre la corruption, on ne peut pas se plaindre qu'il n'y a pas de loi. Les lois existent. Je vous donne un exemple. Allez-y. Je veux vous lire le texte qui organise l'agence de prévention et de lutte contre la corruption. Oui, appel C. Je vais vous lire. Ouais. Chapitre 1. Création et mission. Je vous lis le premier article. Il est créé au sein du cabinet du président de la République et sous son autorité un service spécialisé dénommé Agence de prévention et de lutte contre la corruption, en sigle APLC, si après identifier l'agence. Je me limite d'abord là. C'est un service spécialisé sous l'autorité du chef de l'État. Le chef de l'État est le magistrat suprême. Le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées et de la police. Il s'est dit, pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, je vous en donne des pouvoirs. Et par essence, une agence, c'est quoi? C'est peut-être ça le problème. On adopte des mots qui créent des organes, mais on ne cherche pas à percer l'origine de ces mots. Au départ, une agence, c'est un organisme de coordination des moyens et des efforts. Très bien. Donc, quand vous avez une agence, vous n'allez pas œuvrer uniquement avec le texte qui vous organise. Vous devez œuvrer avec tous les textes qui organisent la matière pour laquelle vous êtes spécialisé. Donc, des matières spécifiques. Bien sûr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez jamais œuvrer en solo. Vous devez jeter les ponts vers tous les services de l'État qui se préoccupent du fléau. En d'autres termes, l'APLC n'a pas besoin de nouvelles lois. Non. Il n'a pas besoin d'être un magistrat. D'avoir un magistrat parce que les magistrats existent. Vous n'irez pas chercher le pouvoir dévolu à un magistrat parce que le magistrat existe. Parce que vous verrez quelque part. Oui, allez-y. Des références là sont vraiment importantes. Tout à fait. On dit que l'agence formule ses politiques et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites compatibles avec l'exercice de son mandat de lutte contre la corruption et les faits assimilés. Elle est régie par les dispositions de la présente loi. Et on continue.
L'agence a pour principale mission de définir et de mettre en œuvre tout programme, tout au pluriel, tout programme permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption, d'une infraction y assimilée, de mener toutes études, s'il vous plaît. Vous cherchez encore quoi? De mener toutes études et diligenter des enquêtes nécessaires, de provoquer des poursuites. Mais vous allez provoquer les poursuites si vous vous adressez à l'appareil judiciaire. Tous les pouvoirs là sont reconnus à l'APLC. L'APLC ne peut pas prétendre être en déficit législatif. Il y a tout pour que cet organe puisse lutter contre la corruption. Comme on dit, il y a tout sauf rien. Il y a tout. Le texte qui organise, si ils sont effectivement appliqués, donc pour vous, on aurait parlé de la lutte contre la corruption. Pour vous, ce qu'il faudrait, c'est l'applicabilité de ces tests. Le texte est applicable. Ce qu'il faut, c'est l'application. Ah bon? Ce n'est pas l'applicabilité. Tout ce qu'on a dit ici, c'est applicable. Mais, regardez. Oui, allez-y. Quand on vous dit que vous êtes indépendant, qui peut arrêter le chef de l'État s'il veut combattre un fléau? Citez-moi une seule institution qui peut empêcher le chef de l'État de combattre la corruption. Non, parce mais que là, il est dans ses prérogatives. Mais c'est ça le pouvoir qu'on a donné à l'APLC. Ah, donc les chefs d'État délégués, ils bâtissent son pouvoir. C'est ça, justement. C'est ce phénomène, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions de la République, ouais. Il vous dit, messieurs, pour ce qui est de la corruption, c'est vous. Moi, je peux dormir, mais vous ne dormez pas. Occupez-vous-en. Occupez-vous de ce qu'on appelle corruption. Vraiment. Mais qui peut résister au chef de l'État? Ils ont, ceux qui travaillent dans l'agence de prévention de lutte contre la corruption, APLC, ont un grand pouvoir. Mais ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. C'est une institution spécialisée, chef de l'État. Pourquoi on l'appelle spécialisé? Et pourquoi on l'a placé sous la direction du chef de l'État? On ne l'a pas placé sous la direction de la présidence. On l'a placé sous la direction du chef de l'État. Le chef de l'État a pris une partie de son pouvoir, de ses prérogatives. Il a donné à l'APLC. Alors pourquoi on ne sent pas vraiment l'APLC au sens de cette lutte sur le terrain, alors que même l'IGF s'est fait quand même sentir par ses actions? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un souci d'homme ou des soucis de financement, Maître José Yombo Tchipangila? Bon, je ne suis pas assez fourni en information en ce qui concerne les financements. Parce que ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Hein? Oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs années que ça existe. Je ne sais pas exactement s'il se pose un problème financier. Ça peut être vrai. Mais les initiatives, on peut les avoir. Ah bon? On peut les prendre. Pour contourner les obstacles. Mais oui. La vulgarisation d'abord de l'APLC. Ça, c'est très important. Est-ce que les gens savent comment ça fonctionne? Est-ce que les gens savent jusqu'où ça peut aller? Est-ce que le commun... Et puis, attention, quand on parle de la lutte contre la corruption, c'est tous les secteurs de la vie nationale. Oui. Donc, l'APLC peut avoir un œil au sein de l'appareil judiciaire. Au sein même de la présidence. Hein? Au sein de la présidence. Au sein du gouvernement. De l'inspection générale des finances. Ah bon? Mais c'est ça le travail de la lutte contre la corruption. Donc la PCP contrôle même l'inspection générale des finances. Mais s'il y a au sein de l'inspection générale des finances des faits révélés ou supposés d'actes de corruption, mais c'est le chef de l'État. Ou bien vous voulez dire que le chef de l'État doit fermer les yeux sur la corruption qui se passerait au sein de l'inspection générale des finances?
C'est ça son travail. Donc, lorsque on a la dimension du pouvoir qu'on a, on sait l'exercer. Sinon, on tombe dans une léthargie, on cherche de nouvelles lois, un peu comme les êtres humains qui ne savent pas se contenter du présent. Ils veulent projeter tout dans l'avenir, chercher ce qui est mieux. Pourtant, ce qu'on vous a donné, vous n'arrivez pas encore à en jouir. N'est-ce pas? Vous savez, cette anecdote qui n'est pas très honorable, hein, où le colonisateur pensait qu'il ne faut pas donner trop d'argent aux colonisés, il faut lui donner juste ce qui est nécessaire pour sa vie, sinon il va prendre plusieurs femmes, il va avoir trop d'enfants qu'il ne saura. Mais c'est un peu ça. On doit savoir jouir de ce qu'on a. En ce moment-là, vous pouvez avoir plus et vous saurez gérer le plus. Mais le peu que vous avez, vous ne savez pas en jouir. Comment on va vous donner plus? Donc, on ne peut avoir le souci de plusieurs autres législations sur la corruption que lorsqu'on aura déjà fait l'expérience de ce qui existe. Voilà. Est-ce qu'on a déjà lutté contre la corruption? Regarde. Allez-y. Dans la question de tout à l'heure, il a semblé qu'il y a une proposition de loi sur l'information. L'information généralisée. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, probablement que je peux me tromper, lorsque vous voyez un citoyen en train de construire 3 immeubles, 4 immeubles, alors que vous savez que ce monsieur n'a pas assez de moyens, vous pouvez vous intéresser à sa situation de manière à ce que vous provoquiez des mécanismes qui font qu'on peut l'approcher pour savoir d'où viennent les moyens avec lesquels il construit. Mais ça existe. Quand vous prenez notre code... Un citoyen simple peut le faire aussi? Mais, quand vous avez une agence comme la PLC... Alors vous amenez l'information. Vous apportez l'information. Mais bien sûr. Mais la PLC fait quoi? Regarde. Lorsque vous prenez notre code... C'est quel document là déjà? Ça, c'est un recueil de lois. C'est un recueil de lois, le code judiciaire. Ok. Dans l'organisation de parquets, n'est-ce pas? Les parquets, il existe un registre des informations. Vous comprenez? Un registre des informations. Et les magistrats ont le pouvoir d'enquêter sur toute situation qui tombe dans leurs oreilles et pour lesquelles ils peuvent soupçonner quelque chose. Le registre d'informations existe. Donc, les informations, si on veut les avoir, quand on demande à l'APLC de provoquer des poursuites pour faire sanctionner, donc l'APLC peut saisir. La justice peut saisir le parquet si on a besoin d'informations. C'est de cette façon-là que l'APLC peut se faire sentir. Provoquer des situations. Examiner comment le train de vie de certaines personnes est exagéré par rapport à leurs avoirs. Mais si on le sent, si tout le monde sent que la loi existe, mais tout le monde devrait avoir peur. Oui, je vais juste... il faut avoir peur de la loi. Je vais épingler tout à l'heure là quelque chose pour que vous soyez plus dans les détails de ces domaines de la loi, au sens des suivis, la sanction, etc. Mais rappelons quand même que, selon les professeurs Luzolo Bambi, ancien ministre de la Justice, et l'inspecteur général des Finances, Jules Alinghetti, la République démocratique du Congo perd chaque année des milliards de dollars à cause de ces fléaux. Alors, dans un des numéros de notre magazine Justice et Promotion,
On avait une fois évoqué l'observatoire de la sanction. Alors, c'est selon vous ce que vous suggéreriez de façon à remédier à ces soucis, cette problématique de la lutte contre la corruption. Oui, mais c'est une réflexion que nous avions faite. Mais c'est une réflexion qui trouve même sa place au sein de l'APLC. Ah bon? L'Observatoire pour la sanction. Mais bien sûr. Mais bien sûr. L'agence formule ses politiques et exerce ses fonctions en toute indépendance, dans les limites compatibles avec l'exercice de son mandat de lutte contre la corruption et les faits assimilés. Elle a pour principale mission de définir et de mettre en œuvre tout programme permettant de détecter des agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption. Lorsque vous détectez qu'un chef ne sanctionne pas, vous détectez qu'un chef, vis-à-vis des bévues de ses subalternes, il ne sanctionne pas. Donc il laisse faire. Il laisse faire. Vous avez besoin d'une loi pour faire sanctionner ce chef. Vous n'avez pas besoin d'une loi nouvelle. L'abstention coupable d'un fonctionnaire. Vous faites appliquer ça. Mais vous savez, lorsqu'il y a des grands mots, on utilise des grands remèdes. Ouais. Il faut que les gens aient peur de la loi. La loi doit avoir un rôle dissuasif. Et on dit une loi sans sanction n'est pas une loi. N'est pas une loi. Voilà. La loi doit faire peur. Peut-être que le mot peur paraît un peu plus sauvage. La loi doit dissuader. C'est ça le rôle de la loi. Mais la loi en elle-même ne fera pas peur. C'est les êtres qui sont commis à l'application de la loi qui doivent demeurer un tourment permanent pour les délinquants. Donc, partout où il y a la corruption, les gens doivent se rappeler, attention à l'agence. Donc, l'agence doit constituer un traumatisme pour les corrompus et les corrupteurs. Il me semble que nous ne sommes pas encore arrivés là-bas. Alors, ces cadres que vous proposeriez, l'Observatoire pour la sanction. Mais l'observatoire, sans vous couper la parole, l'idée principale, c'est quoi? Allez-y. Faire sanctionner celui qui n'a pas sanctionné. Donc, un chef qui ne sait pas sanctionner ses subalternes, on les sanctionne. On les sanctionne. L'effet sera lequel? L'effet sera que ce qui conduit le chef à devenir léthargique risque de disparaître. Et ça va disparaître. Donc, comment? Les chefs vont se réveiller. Le chef, même s'il a pactisé avec vous, il vous a envoyé rançonner les gens, vous êtes allés, vous avez rançonné, vous lui avez amené sa part, mais lorsque le moment de la sanction arrive, le chef sent son poste menacé, il vous sanctionne. Parce qu'il ne voudra pas être sanctionné parce qu'il n'a pas sanctionné. En ce moment-là, le subalterne va faire quoi? Le subalterne va se dire, écoutez, aujourd'hui il m'envoie. Quand je veux recueillir l'argent de la corruption, je lui amène, il bouffe. Mais lorsque viendra l'appel, c'est lui, il va me sanctionner. Voilà ce à quoi on va aboutir. Mais ça, c'est des choses que les personnes qui ont reçu le pouvoir de combattre la corruption peuvent faire. Alors, quels seraient les... Oui, allez-y, vous voulez continuer? Et je souligne que c'est la corruption concerne l'appareil de l'État sans distinction. L'administration publique, les cours et tribunaux, l'exécutif, tout ça. Même le Parlement. Les parlements. Mais bien sûr. Partout où il y a la corruption, l'APLC doit foutre son nez dedans. C'est curieux qu'on ne sente rien. Alors, c'est ce que vous avez proposé, qu'il y ait quand même un observatoire pour la sanction, peut-être
excusez-moi, si je peux ajouter un peu d'ingrédients, ça pourrait remotiver même l'APLC. Hein. Alors, quels seraient les mécanismes au sens factuel, au sein de cet observatoire pour la sanction? Non, c'est facile. C'est facile, les mécanismes. C'est très facile. Les mécanismes sont très faciles. Il y a des plaintes. Ouais. Même partout où nous sommes, en famille, entre les amis, en société, dans nos entreprises, les gens se plaignent. Les gens se plaignent. Ouais. Donc, l'information sur l'injustice Doit circuler. circule. Ouais. N'est-ce pas? Je vous donne un exemple. Allez-y. Des illustrations pareilles sont importantes pour la compréhension de nos téléspectateurs. Je vous donne un exemple. Retrouvez-vous dans un coin, dans un bar, parlez du chef de l'État. Parlez d'un projet que vous avez contre le chef de l'État. L'information peut arriver. Ouais. N'est-ce pas? Donc, l'information sur les attitudes et les comportements suspects sont multiples. Déjà, l'APLC peut recevoir les dénonciations. L'APLC peut recevoir les plaintes. L'APLC a le pouvoir de protéger les témoins. L'APLC a le pouvoir de protéger ses sources d'information. Et ce mécanisme pourra faire que les informations exploitées puissent faire l'objet d'actions quelconques. Donc, quand on requiert des informations, mais oui, on les analyse. Il faut recueillir les informations, Oui. il faut les étudier. Et après avoir étudié, il faut faire quelque chose. Ne fût-ce qu'une lettre de demande d'explication. N'est-ce pas? Comment voulez-vous qu'un administré puisse solliciter un document au mois de janvier jusqu'au mois de septembre? Il n'a pas de réponse. Mais cependant, celui qui vient au mois d'août obtient ce même document plus rapidement que celui qui est venu le premier. Ça vous suggère quoi? L'argent circulé. Donc, même s'il n'y a pas d'argent, mais il y a eu des avantages indus. Ouais. Mais on ne doit pas laisser passer des occasions comme ça. Déjà, quand vous frappez une personne ici, vous frappez deux là-bas, vous frappez une dans telle province, vous frappez, les gens se réveillent. Ils se disent, ah, mais cette histoire-là, il faut quand même faire attention. Ouais. Donc, quand on aboutit à des sanctions et on porte à la connaissance de la population que telle personne a été sanctionnée parce qu'il y a eu tel comportement, on sent que les organes de l'État agissent. Alors, comme vous disiez, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, devrait d'une manière ou d'une autre s'approprier, on peut dire, cette lutte et l'autorité que le chef de l'État lui a déléguée au sens de faire barrage à cette anti-valeur, ces fléaux qui est la corruption, et qu'aujourd'hui, pas seulement votre constat, mais au niveau national, la population constate qu'il y a vraiment des ratés par rapport au fonctionnement. Selon vous, quelle serait une solution factuelle pour y remédier? Bon, vous savez, on peut accorder la faveur de compréhension à ceux qui doivent animer de pareils organismes lorsque, pour la première fois, ça vient de voir jour. Je pense que c'est la première fois. Mais il y a plusieurs années, depuis que ça existe. Bien sûr, il y a plusieurs années, mais ce qui est aussi vrai, quand vous regardez dans l'histoire de la RDC, il n'y a jamais eu un organisme qui ne s'est chargé que de la corruption.
de manière générale, on l'a combattu par les cours et tribunaux. Lorsque les cours et tribunaux ont manifesté une certaine léthargie, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Mais je me souviens, pour la première fois, lorsque le maréchal Mobutu avait créé le ministère des droits et libertés du citoyen, c'était quelque chose de nouveau. La première des choses qu'on a eu à faire, c'est quoi? C'est l'implantation du ministère. Et quand le ministère a été implanté, il fallait vulgariser le ministère. Et quand vous parlez d'implantation, cela veut dire avec des divisions provinciales aussi. Il y a eu des divisions provinciales. On devait vulgariser. Il y a eu des représentations locales. Ouais. Déjà dans la ville de Kinshasa, par exemple, il y avait 24 représentations. 24. Donc dans chaque commune, il y avait une représentation des droits et libertés du citoyen qui avait pour mission de recevoir les plaintes et les dénonciations, de les traiter et de les transmettre à l'administration centrale pour un suivi. Nous avons été envoyés à l'intérieur du pays. Personnellement, j'ai été dans la nouvelle province du Maniema, quand on venait de la découper, pour installer le ministère des droits et libertés du citoyen. Mais, sans fausse modestie, quand vous allez dans les écoles, vous allez dans les églises, les gens finissent par savoir qu'il y a en fait un service nouveau qui vient de voir jour. Vous avez bien vulgarisé, hein? Mais bien à sûr, l'époque. C'était le plan même de l'implantation. On devait faire les écoles, on devait faire les églises, on devait voir la société civile, on devait tenir des conférences, on devait... Et toute la région a su qu'il y a un nouveau service pour combattre l'arbitraire des services de renseignement, pour combattre l'arbitraire des cours et tribunaux. Et les gens nous fréquentaient. Les gens amenaient des dossiers. Donc, lorsque Ils avaient confiance. Ils avaient confiance. Ils ont compris, par là, nous pouvons aussi avoir protection. Oui. Mais comme le ministère des droits et libertés n'avait pas uniquement pour mission la protection des droits, il y avait aussi le volet promotion des droits. Et dans la promotion des droits, il fallait comprendre qu'on devait vulgariser les droits de l'homme, on devait faire savoir à la population qu'est-ce qu'il peut, qu'est-ce qu'il ne peut pas, en cas de difficulté, chez qui il faut aller toquer, et ainsi de suite. Donc, on doit vulgariser l'institution pour que la population sache qu'en cette matière, cet organisme de l'État peut m'être utile dans le cas qui est le mien. Il faut vulgariser, il faut poser des actes. Quand on a le pouvoir, il faut l'exercer. Très bien, c'est une belle expression. Et en dernier lieu, pour conclure cette émission, j'aimerais quand même savoir, en cas de l'acceptation des créations de cet observatoire que vous avez d'ailleurs, à travers vos recherches, préconisé, observatoire pour la sanction, est-ce que ça ne chevaucherait pas par l'APLC, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, et l'IGF, l'Inspection générale des finances? C'est comme je l'ai dit au départ, une agence, c'est un organisme qui a la tâche de coordonner les moyens et les efforts. Il n'y a pas à se battre. Il y a plutôt à se compléter. Il y a à se compléter. Autrefois, je vous avais dit que le ministère des droits et libertés du citoyen n'avait pas de décision contraignante. N'est-ce pas? Il n'y avait pas de décision contraignante. Mais ils avaient prévu des mécanismes de collaboration entre les services de l'État. C'est ainsi que plusieurs protocoles d'accord avaient été signés entre le ministère des droits et libertés du citoyen, avec le conseil judiciaire, avec les services de l'ANER, avec les services du ministère de l'Intérieur,
plusieurs services qui entrent qui faisait la en synergie. concurrence. Et pour faire la synergie d'action. Voilà. Et lorsque ces protocoles d'accord ont été signés, le ministère des Droits et Libertés du Citoyen avait le moyen d'interférer en toute matière et d'obtenir la collaboration des autres services dans le cadre de l'accomplissement de sa mission. Donc, il n'y a pas lieu à craindre un chevauchement, mais plutôt il faut se réjouir de la complémentarité. Parce que, regarde, il ne faut pas négliger la société civile. Hein. La société civile. Qui ne fait plus bien son travail aujourd'hui. Oui, la société civile est devenue politisée. C'est vrai. Tantôt, il y a l'aile opposition, l'aile pouvoir, etc. Bon. C'est déplorable. Mais c'est des gens nécessaires au sein d'une société. La coordination de moyens. Il n'y a pas de gens plus proches de la société que la société civile. L'appareil judiciaire œuvre à un certain niveau et il a besoin de cette société pour recevoir beaucoup d'informations. Les informations, c'est la base. Ouais. C'est la société. C'est le Parlement informel. N'est-ce pas? Donc, dans la coordination des moyens et des efforts, l'agence trouve le but de son existence. Il n'a pas à entrer en conflit avec n'importe quel service. Parce que dès lors qu'il représente le chef de l'État, dans la spécificité de la lutte contre la corruption, il peut se tenir devant n'importe quel service de l'État pour exiger des comptes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Ok, Maître José Yombo-Tchipangila, vraiment c'est bien dit et puis c'est clair. On sent ces soucis patriotiques d'un citoyen congolais que vous êtes et puis un grand chercheur dans les domaines des droits, aussi dans les domaines sociaux, puisque vous êtes même le promoteur d'INASBEL, hein, oui. Les Salomon Justice et Promotion, et voilà, qui nous aide à travers APSI Télévision à vulgariser ces domaines des droits, comme on dit, nul n'est censé ignorer. Écoutez, nous avons parlé de la problématique de la corruption en RDC. En un mot, pour finir en bonté cette émission, que direz-vous? Oui, c'est comme vous l'aviez souligné au cours de l'émission, le pays a le plomb dans l'aile à cause de la corruption. Si la RDC aujourd'hui veut décoller, il doit sincèrement mener la lutte contre la corruption. Lorsqu'elle aura réussi de lutter contre la corruption, vous verrez que les institutions de la République vont fonctionner plus ou moins normalement. Et en ce moment-là, même les droits de l'homme, la promotion, la protection sera assurée. Et le développement du pays en sera une conséquence inévitable. Et logique. Voilà, il n'y a pas de développement sans lutter contre la corruption. C'est bien dit, nous devons tous lutter contre la corruption. S'il faut passer les informations à des agences compétentes en la matière, vous avez suivi les détails que nous a donné Maître José Yombo-Tchipangila. S'il faut contribuer en tant que société civile, il faut le faire. Et pourquoi pas, différents responsables dans différents domaines. Ça n'est fini pour les numéros de ce soir. À la prochaine opportunité. Bonsoir.